Bonjour à tous et bienvenue. Je pense qu'on va attendre encore 1 ou 2 minutes, le temps que les gens se connectent. Bonjour à tous, je pense qu'on va pouvoir commencer. Je vois que les gens sont arrivés au fur et à mesure. Donc bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire Monaco Digital. Et aujourd'hui avec notre partenaire F-Secure. Moi, je suis Christophe Aglémo, en charge de développer l'activité protection et gouvernance des données chez Monaco Digital, et entre autres de développer l'activité autour des scanners de vulnérabilité, notamment de radar. Et je suis aujourd'hui accompagné de Julien. Alors, Julien, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, bonjour à tous. Merci d'avoir rejoint le webinaire. Donc, en effet, aujourd'hui, on va vous parler du sujet qui est offrir à votre entreprise la protection à 360 degrés. Moi, je suis Regional Sales Manager chez F-Secure et je suis également accompagné du responsable technique, donc Nicolas Caillot, qui est avec nous. Bonjour. Christopher, je te laisse commencer, peut-être faire l'introduction. Exactement, donc tu peux passer la slide. Donc rapidement, on va vous représenter, pour ceux qui ne connaissent pas Monaco Digital Avant-Garde, mais parmi le panel de participants aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui nous connaissent déjà, donc je vais être succinct. Et donc Monaco Digital Avant-Garde, c'est une entreprise de services numériques connue à Monaco sous le nom Monaco Digital et connue en France sous le nom Avant-Garde. Pour information, le nom Monaco Digital permet de renforcer notre position de leader au sein de la principauté sur les métiers du numérique. Notre concept est de mettre à disposition des entreprises publiques et privées de Monaco un bouquet complet d'expertise informatique et en local, puis d'accompagner nos clients dans leur transformation numérique. Donc, ce catalogue grandit et évolue en fonction des projets et des besoins de la principauté. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de profiter de notre dynamique et de notre savoir-faire afin de développer notre activité en France, notamment en région PACA et en région parisienne. Donc, voici quelques chiffres concernant l'entreprise. Monaco Digital Avant-Garde
Aujourd'hui, c'est environ 200 personnes. Un chiffre d'affaires qui avoisinait les 30 millions d'euros l'année dernière. 4 sites géographiques stratégiques, donc le siège à Monaco, Sophia Antipolis, une agence à Aix-Marseille et bien sûr une agence à Paris. Et donc plus de 850 clients. Je te laisse passer la slide. Julien. Oui, si ça fonctionne. Alors, hop. Voilà, une petite erreur. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Tout le monde voit toujours les Je continue en entendant pour présenter la suite. Il n'y a pas de souci. Nous rencontrons donc une forte croissance depuis 3 ans et cette croissance nous a poussé à nous réorganiser en interne, notamment en créant des centres de services par domaine. Alors, je crois qu'on a perdu Christopher. Moi, je ne l'entends pas. Autour de tous des nouveaux usages, nouveaux métiers. Donc, notre centre de service conseil et transformation digitale accompagne les clients dans la gestion de leurs projets métiers et techniques et dans la stratégie relative à leur transformation numérique, puis dans l'organisation des services informatiques. Donc, pour ce faire, on dispose de plusieurs certifications et de labels qualité. On a aussi donc notre cellule cybersécurité qui est certifiée CISSP, certifié Ethical Hacker, ISO 27001. Et à noter que nous sommes le premier intégrateur à être certifié PASI en principauté, donc prestataire d'audit de la sécurité des systèmes d'information. Et cette certification nous permet de réaliser des audits de sécurité et notamment sous le référentiel, sous le référentiel de l'ANSSI et de la MSN à Monaco. Donc le centre de services infrastructure et réseau est composé de 6 équipes, réseau et sécurité, protection et gouvernance des données, infrastructure et stockage, cloud, poste de travail et une activité Apple. Donc, nous proposons différentes activités d'ingénierie via un catalogue infrastructure vraiment complet, notamment le conseil, l'expertise, l'intégration, la sécurité, le stockage moderne, les infrastructures virtualisées, bien entendu la sauvegarde moderne et le disaster recovery, et une haute expertise en réseau. Et enfin, une activité cloud avec une offre de services en ligne complet via de l'hébergement d'infrastructures as a service, de software as a service, mais aussi de backup as a service et des disaster recovery as a service. Et donc, nous avons fait le choix de créer une équipe dédiée à la protection et à la gouvernance des données afin de répondre à plusieurs besoins. Elle travaille étroitement avec le centre de service cybersécurité. Et donc, aujourd'hui, nous, on répond sur la partie scanner de vulnérabilité avec Radar, qui est un outil que Julien va vous présenter. Mais F-Secure dispose d'un catalogue assez complet et les autres team leaders peuvent également vous accompagner sur la partie antivirus, EDR, RDR, etc. Aujourd'hui, on a plus de 36 certifiés au sein de Monaco Digital sur les produits F-Secure et notre niveau de partenariat est Platinum, donc vraiment une très grosse proximité avec l'éditeur F-Secure depuis plusieurs années. Voilà, je te laisse passer, Julien. Ok, merci Christopher. Alors, si vous avez des questions ou des remarques ou autres, n'hésitez pas aussi à les poser dans le chat. Il y a une fenêtre normalement dans laquelle vous pouvez poser vos questions. On essaiera d'y répondre si on a un peu le temps à la fin du webinaire. Donc, en effet, comme le précisait Christopher, Monaco Digital est un partenaire important pour nous, étant donné le niveau de certification, donc partenaire Platinum, qui est le plus haut niveau de certification chez nous, qui est un niveau de certification pas facile à avoir. Et au fil des années, Monaco Digital a su développer l'ensemble des compétences nécessaires
à être certifié et proposer l'ensemble du portfolio F-Secure. Donc, le but, c'est de balayer un petit peu large aussi pour cette présentation, pas faire un focus uniquement sur la partie radar, dont Christopher est le garant chez Monaco Digital, mais d'essayer de vous apporter un petit peu, à travers l'actualité et à travers divers aspects, un petit peu de vision sur comment se protéger au mieux dans le cadre des contextes, des contextes et des attaques actuelles. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas F-Secure, F-Secure, on est éditeur de logiciels spécialisés dans le endpoint à la base, mais le portfolio a bien évolué depuis 30 ans, plus de 30 ans que l'entreprise existe. F-Secure, c'est une société finlandaise, donc européenne. La Finlande, c'est un des pays au monde qui a les lois les plus drastiques sur la confidentialité et le respect de la vie privée, notamment sur Internet. Donc, on est très proche des diverses organisations, l'ANSSI, l'AMSN également, avec qui on a un partenariat en même temps que Monaco Télécom pour protéger la vie numérique des administrés à Monaco. C'est plus de 1800 personnes dans le monde, avec plus de la moitié des effectifs qui sont techniques. La particularité, c'est que nous n'avons pas uniquement des développeurs, mais nous avons également des personnes qui font du défensif, évidemment, mais aussi des personnes spécialisées dans l'offensif, ce qui nous permet de connaître les dernières techniques de hack et surtout de pouvoir apporter les briques de réponse et de défense pour répondre à toutes ces nouvelles attaques. Donc ça, c'est un petit peu la particularité de F-Secure. Ce n'est pas tous les éditeurs qui peuvent dire la même chose. On est présent physiquement dans 30 pays. Donc, en l'occurrence, moi-même et Nicolas, nous sommes à Marseille, proche de nos partenaires et de nos clients. On essaye d'être au plus proche. Le F-Secure est distribué initialement à travers les opérateurs. Donc, quand vous achetez par exemple un pack sécurité chez SFR, c'est des technologies F-Secure derrière. Alors, on est plus sur des produits de type grand public. Néanmoins, ça nous permet d'avoir énormément de sondes installées dans le monde et de pouvoir avoir des remontées sur les attaques. F-Secure est régulièrement primé dans les laboratoires indépendants, comme AV-Test notamment pour la qualité de la protection de nos solutions, mais également par rapport au MITRE, qui est un organisme, qui est le seul organisme d'ailleurs, qui évalue les solutions de type EDR, qui en fait évalue les derniers scénarios d'attaque et propose donc des résultats en fonction de la qualité de la protection notamment. Ça, c'était pour la petite introduction sur F-Secure. Maintenant, moi, je vais un petit peu parler du contexte général. Et aujourd'hui, tout le monde est concerné par la cybersécurité. Je ne sais pas si vous avez visité des usines avant le confinement ou des sites de construction, des fabricants de voitures ou de n'importe quelle chose, des magasins ou autres. Toutes les entreprises aujourd'hui, elles sont automatisées. Toutes les entreprises, elles sont électroniques. Toutes les entreprises sont composées d'ordinateurs. Toutes les entreprises utilisent des logiciels. Les entreprises sont online, les entreprises sont connectées. Il y a tout le monde qui est concerné, qu'on ait un poste de travail ou 10 000, qu'on ait des serveurs sur site, qu'on ait des serveurs dans le cloud, on est concerné par la cybersécurité parce que du coup, on utilise l'outil informatique et on a potentiellement des failles. Il y a deux types de failles, deux grands groupes de failles, des failles techniques. Donc, c'est grave parce que ce sont des failles qui peuvent être utilisées par les pirates pour rentrer dans vos systèmes, notamment à l'heure du télétravail et à l'heure du cloud. On utilise beaucoup de services qui ne sont pas forcément sous maîtrise du SI et la surface d'attaque est beaucoup plus large qu'auparavant. Du coup, les entreprises sont beaucoup plus exposées qu'auparavant, notamment aussi par rapport au nomadisme et à la façon dont on va accéder à toutes ces ressources, notamment smartphone, tablette, device mobile, etc. Le deuxième type de faille, alors ça c'est grave, mais on peut patcher, hein, on peut corriger les vulnérabilités techniques. Un serveur qui n'est pas à jour, on peut le patcher par exemple. Le deuxième type de faille
Et là, c'est plus compliqué de patcher ce type de faille, c'est le problème qui existe entre le clavier et la chaise. Donc là, c'est la faille humaine et ce n'est pas possible de patcher le cerveau des personnes. C'est de la sensibilisation qu'il faut faire et de l'éducation. Et l'éducation, elle ne fonctionne pas toujours, elle ne réussit pas toujours. Il y aura toujours des utilisateurs qui vont cliquer sur une pièce jointe avec une charge malveillante, qui vont partager des informations confidentielles. Et là, c'est un autre souci pour pouvoir se protéger de ce type de failles. Ce qui est important aussi quand on parle d'utilisateurs et d'entreprises, c'est les données, la valeur des données. Aujourd'hui, la valeur des données, elle est beaucoup plus importante que la valeur du pétrole, encore plus aujourd'hui avec le pétrole qui vaut presque rien. Et du coup, ce qui est important, c'est les données. Dans un smartphone, par exemple, au-delà de l'outil smartphone physique qui peut coûter une certaine somme, si on le perd, le plus grave, c'est les données qu'il y a à l'intérieur. Si quelqu'un retrouve ces données-là, qu'est-ce qu'il peut faire avec? Donc, ça, c'est très important aussi d'avoir conscience de ça et de pouvoir aussi protéger ces données. Et je pense que Christopher est bien placé pour le savoir. Dans l'actualité aussi aujourd'hui, je voulais juste essayer, notamment par rapport à la faille humaine, d'éviter de baisser sa vigilance, notamment quand les personnes sont en télétravail, elles ne sont pas dans un cadre d'entreprise, elles ne sont pas proches du cadre professionnel et du coup, la vigilance est beaucoup moins importante que quand on est dans son entreprise. Et il est beaucoup plus tentant pour un utilisateur de pouvoir cliquer sur des mails, d'ouvrir des mails qui peuvent être malveillants, notamment par rapport à l'actualité liée au Covid notamment. Donc ça, c'est des attaques par mail, de phishing assez classiques, mais on a pu voir également, à l'heure du télétravail, l'utilisation d'outils de webinars, de conférences, et notamment aujourd'hui, il y a un outil qui a fait un petit peu parler de lui, pas en bien, c'est Zoom. Au-delà de l'exploitation des données qui peuvent être utilisées quand on utilise Zoom, il y a des mails de phishing qui, ici par exemple, demandent à l'utilisateur de se connecter à une réunion urgente, etc. Évidemment, l'utilisateur, s'il a utilisé Zoom par le passé, il va cliquer et il va pouvoir arriver sur ce genre de page et rentrer son login et son mot de passe. Donc évidemment, il y a certaines recommandations par rapport à Zoom. Alors, je crois que certaines ont été un petit peu modifiées depuis que le scandale a un petit peu éclaté, notamment les mots de passe de conférence qui sont maintenant par défaut, je crois. Mais en tout cas, voilà, il faut respecter un certain nombre de recommandations pour éviter de se faire prendre sur ce genre de phishing. Avant de parler de l'aspect défensif, et on va en parler tout au long de la présentation, ce qui est important de comprendre, c'est le panorama des menaces et les différents types de menaces. Donc, c'est une représentation pyramidale avec à la base le plus grand volume d'attaques. Là, on parle d'attaques opportunistes, c'est du phishing de masse, c'est des malwares, c'est du spam assez classique. On le reçoit depuis pas mal de temps. Ça a un peu évolué, mais ça reste des attaques, somme toute, assez basiques qui peuvent être retenues par des moyens de prévention de type anti-spam, antivirus, etc. Ensuite, il y a les attaques avancées. Donc là, on va être sur toujours des attaques de masse, mais un petit peu plus évoluées avec du ransomware, avec des attaques sans fichier. Donc à ce niveau-là, les outils pour se défendre sur ce type d'attaque sont également préventifs, notamment, et prédictifs. Mais la frontière qu'il faut bien comprendre, c'est au niveau des attaques ciblées. Donc là, ça représente un volume beaucoup moins important d'attaques. Néanmoins, quand elles arrivent, généralement, elles font beaucoup de dommages. Ces attaques ciblées, elles vont cibler spécifiquement un utilisateur ou une entreprise avec des objectifs
spécifique de nuire à l'entreprise ou à la personne. Au-delà de ça, il y a les attaques étatiques où nous avons quelques clients que nous protégeons des attaques étatiques où les moyens utilisés sont assez énormes et la défense à mettre en face est évidemment aussi importante, beaucoup plus que pour des attaques opportunistes. Donc, il faut bien comprendre aussi la frontière entre notamment un antivirus et un EDR. On y reviendra par la suite, mais justement, la combinaison de divers outils va permettre de répondre à l'ensemble de cette pyramide d'attaques. Il y a également un chiffre intéressant, c'est 162 jours. Donc, c'est Guillaume Poupard qui a cité ce chiffre-là aux Assises de la sécurité l'année dernière, qui est en fait le dwell time. Le dwell time, c'est le temps avant qu'un attaquant soit détecté au sein d'une entreprise. Donc, ce qui veut dire que lors d'une attaque ciblée, l'attaquant va se faire le plus discret possible et il va être détecté en moyenne par les entreprises au bout de 162 jours. Donc, ce qui paraît quand même long, puisque on va laisser 162 jours aux pirates pour pouvoir faire ces différentes phases d'attaque. Et on va voir par la suite, en fait, quelles sont les différentes étapes d'une attaque ciblée, notamment. Donc, sur la partie attaque opportuniste, on est sur le gros des attaques. On va pouvoir aller sur des sites comme Shodan, qui sont des sites en libre accès évidemment, et pouvoir tester par exemple des vulnérabilités sur la vulnérabilité SMB, qui était une vulnérabilité utilisée par WannaCry, une vulnérabilité Windows. Et en France, on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup de serveurs qui sont vulnérables à ce type d'attaque. Lors d'attaques opportunistes, on peut également aller sur des forums X ou Y pour avoir des informations. Et les personnes qui répondent sont plutôt assez compétentes. Si on n'a pas forcément la compétence de faire une attaque opportuniste, on peut également aller sur le bon coin Dark Edition, qui est disponible donc sur le Dark Web, qui est un petit clin d'œil au site officiel, mais qui n'est aucunement lié évidemment, et qui permet de récupérer moyennant finance, et là c'est quelques euros, par exemple des adresses email, des mots de passe, tout un tas de credentials pour divers sites, de façon à pouvoir utiliser à des fins malveillantes l'ensemble de ces credentials-là. Donc il y a beaucoup de fuites de données qui sont ensuite disponibles sur le dark web et que l'on peut acheter très facilement. Donc les attaques ciblées, là on va cibler une entreprise ou une personne. Alors, pour décrire les attaques ciblées, j'ai pris un exemple qui est l'attaque qu'il y a eu chez Bouygues Construction. Vous avez peut-être entendu parler de cette attaque-là, où les mesures de sécurité qui étaient mises en place n'étaient pas bonnes. Et le groupe de hackers qui s'appelle Maze a attaqué donc Bouygues Construction. Sur la première partie de l'attaque, ils stipulent, donc après ils ont fait un communiqué pour expliquer un petit peu, ils stipulent que en seulement 2 jours par exemple, ils ont pu récupérer 200 gigas de données, et en fait Maze a attaqué à 2 niveaux. Pour être sûr de récupérer la rançon, ils sont rentrés dans les systèmes, ils ont chiffré les serveurs évidemment, assez classique, et ensuite ils ont aussi récupéré des données. Voilà, donc, il y a eu 2 niveaux d'attaque, et ce qui permet pour eux de maximiser leur chance de succès pour récupérer une rançon. Donc même si les serveurs ont été chiffrés, généralement il y a des outils qui permettent de restaurer via des sauvegardes les serveurs. Mais par contre, le plus embêtant, c'était la partie exfiltration de données. Et à ce moment-là, le groupe d'attaque Maze s'est mis en relation avec le de l'entreprise pour négocier une rançon pour éviter de divulguer ces données. Alors, on peut être potentiellement tenté de récupérer les données ou de se faire déchiffrer ces serveurs en payant une rançon. Il ne faut jamais payer, évidemment, surtout pas payer.
parce que si on paye une fois, on est capable de payer une deuxième fois, et donc les pirates pourront revenir, et surtout, on n'est pas sûr que de récupérer ces données ou que les données ne soient pas divulguées. Là aussi, les négociations se sont mal passées avec le président. Le président a été très arrogant et le groupe de pirates Maze a averti qu'ils allaient aussi, compte tenu de l'arrogance du président, pas uniquement attaquer l'entreprise de construction, mais également leurs partenaires, leurs sous-traitants. Voilà. Donc ça, c'est aussi un risque à travers une attaque de pouvoir être ciblé parce que typiquement là, une négociation s'est mal passée. Au niveau des conséquences du télétravail, on a fait une petite interrogation. Donc, vous l'avez vu dans Shodan, en novembre 2019, il y avait à peu près 30 000 serveurs qui étaient exposés sur une vulnérabilité classique. Sur la même vulnérabilité, en avril 2020, il y avait 92 000 serveurs. Donc, en fait, la mise en place du télétravail, souvent dans la précipitation, a poussé les entreprises à baisser leur niveau de sécurité et à être plus exposées, notamment au niveau de leurs serveurs. Il n'y avait pas forcément des mesures classiques de VPN ou autres qui étaient mises en place et du coup, c'est une aubaine pour les pirates. Notamment, si toujours sur Shodan, on pousse un petit peu notre interrogation, on va pouvoir avoir un certain nombre de sessions ouvertes sur ce type de serveur avec les noms potentiellement des utilisateurs qui sont sur le serveur. Là, en l'occurrence, il y a par exemple une Cécile Puy-Raymond, la pauvre, qui, en faisant quelques recherches sur notamment Copain d'avant, qui est un vieux site de réseau social, mais qui permet d'avoir des informations intéressantes, de récupérer ce genre d'informations pour en savoir un petit peu plus et potentiellement jouer des attaques spécifiques. Et là, on est sur la première phase en fait d'une attaque ciblée, c'est la phase de reconnaissance. Donc là, très attention à ce qu'on peut partager sur les réseaux sociaux ou autres. Il y a aussi un certain nombre de reportages qui sont passés à la télé et sur lesquels on a pu voir des post-it avec des mots de passe, par exemple, qui étaient affichés clairement. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte et il faut y faire attention. Donc suite à la phase de reconnaissance qui est très importante pour un pirate et qui peut durer assez longtemps, il va y avoir la phase d'armement. La phase d'armement, c'est le but, c'est de créer le virus en fonction de l'action malveillante que l'on souhaite faire. Par exemple, si on souhaite exfiltrer des données pour un espionnage industriel, par exemple, on va créer tel type de virus. Alors souvent maintenant, les virus sont des boîtes à outils, notamment avec un des derniers virus à la mode, TrickBot, qui permet de faire beaucoup de choses. Mais on est ici sur la phase d'armement qui permet de créer ces virus, de faire tomber une production, bloquer le fonctionnement d'une entreprise, demander une rançon, etc. C'est la phase d'armement. Ensuite, au-delà de la phase d'armement, il y a la phase de délivrabilité. Donc là, le but, ça va être de délivrer la charge. Donc il y a des vecteurs d'infection assez classiques, hein. Le plus connu étant le mail. Mais il y en a beaucoup d'autres, notamment sur tout ce qui est plateforme Android avec des applications qui sont rebundlisées et qui peuvent être disponibles sur des stores parallèles et qui peuvent permettre d'avoir des virus directement, la navigation également, donc le mail via pièce jointe par exemple, avec attention aux macros, des documents Office évidemment, des PDF, des zip, la partie navigation web, donc soit à travers un mail où on va cliquer sur un lien malveillant, donc toujours vérifier aussi le lien sur lequel on va cliquer, mais également la navigation classique qu'on peut avoir sur les sites internet à travers un navigateur. Un autre vecteur d'infection, c'est l'USB, ça fonctionne toujours très bien. On peut, par exemple, laisser traîner une clé USB dans les locaux en inscrivant dessus sextape avec le nom du dirigeant, et je suis à peu près certain que quelqu'un va récupérer la clé et la brancher pour vérifier si il s'agit bien de cela.
Donc ça marche très bien aussi. Donc plusieurs façons de délivrer le virus. Une fois que le virus est délivré, on va tomber sur la phase d'exploitabilité. Donc on va pouvoir exploiter des vulnérabilités, notamment applicatives. On a le choix, puisque en 2018, c'était 16 500 vulnérabilités. Je crois qu'en 2019, c'est plus de 19 000 vulnérabilités, donc ça croît de manière très importante. Donc les pirates ont le choix pour exploiter les vulnérabilités. On en découvre toutes les 35 minutes. Donc là encore, c'est bien de faire des audits de sécurité, mais c'est bien d'utiliser des scanners de vulnérabilité pour faire ces audits dans le temps. Ce qui est intéressant aussi de voir la corrélation entre les deux chiffres, les deux derniers chiffres. Donc 8 jours, c'est le délai moyen d'exploitation d'une vulnérabilité, ce qui veut dire que quand une vulnérabilité passe dans le domaine connu, on parle souvent des 0D et de se protéger des 0D, mais on a aussi déjà bien à faire avec les vulnérabilités connues. Quand la vulnérabilité passe dans le domaine public, il faut 8 jours pour que la boîte à outils d'exploitation de la vulnérabilité soit disponible sur le dark web. Le temps moyen de patch, de remédiation d'une vulnérabilité dans une entreprise, c'est 103 jours, ce qui laisse quand même 95 jours aux pirates pour exploiter une vulnérabilité qui n'est pas 0D. Donc, ce qu'il faut, c'est évidemment connaître sa surface d'attaque. Donc, au-delà de connaître ses postes de travail, ses serveurs, ses sites web, ses matériels réseau, mais le but, c'est de connaître un petit peu ce qu'on se doute, mais on ne sait pas forcément identifier, un vieux Windows XP dans un coin de notre SI, des mauvaises configurations, des ports qui sont ouverts qui ne devraient pas. Tout ça, ça fait aussi partie de la surface d'attaque. Et bien plus encore, ça peut être des mots de passe qui sont laissés par défaut sur des bases de données. Ça peut être tout ce qui est Shadow IT avec des partenaires qui peuvent accéder à une certaine partie du système et qui, eux, pourraient être plus vulnérables. Donc, pour connaître sa surface d'attaque, on utilise notamment des outils comme F-Secure Radar, qui est une solution de management de vulnérabilité, qui permet d'avoir une console d'administration, qui permet de donner un niveau de risque, un niveau de sécurité de son SI au niveau global, mais également sur des appareils qui sont bien ciblés, que ce soit au niveau réseau, système ou applicatif, interne, externe. Voilà, il y a tout un tas de scans qui peuvent être lancés de façon à identifier la majorité des vulnérabilités que l'on peut avoir et qui peuvent surtout être exploitées par les pirates. Donc le but, au-delà d'identifier ces vulnérabilités, c'est de les corriger. Donc évidemment, un mot de passe par défaut, on va pouvoir le changer. Après, il peut y avoir des ports qu'on peut fermer, etc. Mais il y a également quelque chose d'important au niveau applicatif, c'est la partie patch management. Donc, c'est très important aujourd'hui de patcher les logiciels qu'on peut avoir sur notre parc, que ce soit l'OS, généralement Windows, Microsoft, mais également tout un tas de logiciels qui peuvent être communicants ou pas, mais qui peuvent présenter des vulnérabilités et permettre de faire des élévations de privilèges, récupérer des credentials admin, etc. Et on sait que si on maintient un niveau de parc de logiciels à jour, on peut éviter 85% des virus. Le module Software Updater est un module qui permet de faire du patch management, donc de détecter les vulnérabilités et également de pouvoir pousser les mises à jour sur plus de 3500 logiciels. C'est inclus de base dans nos solutions de protection endpoint. Voilà. Donc c'est très important. Après, il existe des logiciels dédiés, mais là, nous, on l'inclut directement dans notre endpoint. Donc là, on était sur la phase d'exploitation des vulnérabilités. Ensuite, une fois qu'on a exploité la vulnérabilité, on va rentrer dans des phases de contrôle et d'exécution de l'attaque et également la phase de maintien. Donc là, lors d'attaques ciblées, le pirate va essayer de se cacher, de se faire le plus discret possible en utilisant des process Windows notamment pour pouvoir ne pas se faire détecter et obtenir les privilèges nécessaires et accéder aux différentes ressources, postes ou serveurs qui intéressent le pirate pour l'attaque. Et la phase de maintien aussi qui n'est pas à négliger, c'est suite à une attaque, généralement les pirates laissent toujours une backdoor sur les systèmes pour pouvoir revenir très facilement si jamais on a restauré, si jamais on a détecté une présence anormale. Donc là encore, la bonne question à se poser, c'est de se dire, est-ce qu'on est sûr que le pirate ne puisse pas revenir? C'est pas parce qu'on a fait une restauration
qu'on n'est pas à l'abri qu'une backdoor soit posée sur un système X ou Y. Ces différentes étapes, là on parle d'une attaque ciblée, mais les malwares ont aussi bien évolué de vers basiques à des attaques qui sont aujourd'hui très avancées, très évoluées. Et le endpoint, le système de prévention, a aussi suivi un petit peu cette évolution, puisque lors de la création du premier virus qui s'appelait Brain en 1986, qui était détecté par des bases de signature classiques, donc là on parlait d'antivirus, le virus était purement technique, hein, il n'y avait pas de ransomware, il n'y avait pas de vocation à nuire, c'était uniquement à des défis techniques, sur des défis techniques. Ensuite, en 2003, on a vu apparaître des vers comme SASER, donc là on parlait plutôt de endpoint protection avec différentes couches qui permettent de protéger, pas uniquement au niveau des bases de signature. En 2016, avec l'arrivée de WannaCry, qui se propageait comme un ver qui a exploité une vulnérabilité Microsoft, on a parlé de next génération de endpoint. Et aujourd'hui, notamment avec des virus comme TrickBot, on parle d'EDR et de MDR. Donc l'EDR, c'est le Endpoint Détection et Réponse, et le MDR, c'est le Managed Détection et Réponse, qui permettent donc de couvrir l'ensemble de la kill chain et de détecter également quand les systèmes sont compromis. C'est-à-dire quand l'antivirus et les systèmes de prévention, firewall, anti-spam, etc. ont été bypassés. Je voulais aussi prendre un exemple avec WannaCry pour montrer un petit peu avec les différentes phases qui permettent de stopper l'attaque à différents niveaux, donc soit firewall, soit au niveau de la navigation, soit au niveau du contrôle de device USB, où l'on va prévenir donc, la délivrabilité de la charge, le patch management, qui vont nous permettre d'éviter que les vulnérabilités soient exploitées, DeepGuard, donc, qui est notre moteur d'analyse comportementale, qui permet de faire également de la réputation, de la prévalence, tout ce qui est contrôle d'application et tout ce qui est protection avancée, qui permet de prévenir aussi tout ce qui est encryption de fichiers notamment pour les ransomware. Donc c'est avec l'ensemble de ces couches qui sont mis bout à bout et qui sont utilisées de manière concomitante qui vont permettre de pouvoir augmenter un petit peu son niveau de protection sur les systèmes de prévention sur le endpoint. Également aussi une technique d'évasion, puisque à un moment donné, avec la sandbox, on a pu se dire, on a pu penser que c'était le remède miracle, mais aujourd'hui, les virus détectent qui sont exécutés dans un environnement de sandboxing et il y a des techniques d'évasion, donc il y en a énormément, il n'y en a plus une centaine. Là, en l'occurrence, l'exemple, c'est sur un fichier Word où la charge ne va pas se déclencher quand on va activer les macros, mais on va mettre, par exemple, sur ce fichier Word, un texte tout petit, en caractère 4, par exemple, et l'utilisateur va avoir le réflexe de pouvoir zoomer sur ce document, et là, la charge va être délivrée. Donc, ce n'est pas une macro, il n'y a pas ce genre de choses qui est dans ce cas exécuté, et du coup, on peut bypasser très facilement avec différents systèmes de timer et autres, les sandbox. Donc ça, c'est un exemple de technique d'évasion. Également, dans les attaques, on a rapidement parlé des attaques indirectes. Donc les attaques indirectes, c'est également des attaques par rapport aux fournisseurs ou aux sous-traitants auxquels on fait appel. Donc il est important aussi de les inclure dans sa sécurité, d'en rationaliser le nombre, de regarder aussi si on a des prestataires de confiance avec des labellisations, notamment par l'ANSSI. Donc, Christopher en parlait au début de la présentation sur les certifications ANSSI. C'est important aussi de pouvoir regarder un petit peu cela quand c'est possible. J'ai pris l'exemple aussi d'une attaque indirecte qui est une société de transport qui a été piratée. Et en fait, le but, c'était d'accéder au système de logistique, donc au poste qui sert à visualiser le trajet des containers. Donc là, dans ce type d'attaque, l'entreprise
logistique qui a été visé a été donc attaqué par un groupe de hackers qui a été commandité par un cartel de drogue. Et le but pour ce commanditaire, c'était de pouvoir faire passer leur cargaison dans un container qui était à une autre entreprise. Donc, à certains moments, l'entreprise, enfin le commanditaire a pu identifier à quel moment il pouvait charger le container et à quel moment il pouvait récupérer leur cargaison. Pour cela, pour cette attaque, en fait, ils sont passés physiquement, donc avec un onduleur, un onduleur qui était relié au réseau, dans lequel ils ont inclus une carte SIM qui permettait donc de communiquer vers l'extérieur et de prendre la main à distance pour pouvoir prendre le contrôle. Donc là, potentiellement, c'est quelqu'un qui a pu se faire passer pour un prestataire informatique ou électrique et qui a mis en place cet onduleur. Chez F-Secure, on a également une Red Team. Donc, la Red Team, c'est des personnes qui vont être spécialisées dans l'offensif et qui vont bénéficier de toute une boîte à outils avec des choses très techniques, des adaptateurs Wi-Fi qui permettent de faire de l'extraction de données avec des attaques de type man in the middle, par exemple, des câbles Internet, des implants réseau, tout un tas de matériel technique. Vous pouvez reconnaître aussi des cartes d'accès RFID, et Ruben Ducky aussi qui permettent de faire du brute force notamment, mais également un gilet jaune par exemple pour se faire passer pour quelqu'un qui vient réparer la climatisation par exemple, ou alors une banane qui est un objet utile et qui permet de baisser la vigilance des personnes autour de nous, puisque quand on a un objet utile, on n'est pas forcément considéré comme intrus. Ces personnes sont vraiment, ils vont très très loin dans les attaques et ils peuvent même faire les poubelles de l'entreprise pour pouvoir récupérer potentiellement des documents qui ont été jetés, qui n'ont pas été broyés, avec des mots de passe ou avec des informations confidentielles dessus. Et ils peuvent également aller pour un entretien d'embauche pour accéder physiquement aux locaux. Donc ça va très très loin. Et il y a une image qui illustre bien un petit peu l'état d'esprit de ces personnes, c'est de toujours essayer d'abaisser la vigilance des personnes pour derrière pouvoir faire les poches de cette personne, en l'occurrence ici le gain est si la motivation est financière en tout cas. Voilà, donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, la sécurité, il faut englober pas uniquement la sécurité de son SI, mais aussi ses fournisseurs, ses sous-traitants dans sa sécurité. Et on est un vrai changement de paradigme aujourd'hui, c'est-à-dire que auparavant, quand on parlait de protection notamment des endpoints, on parlait d'antivirus qui allait réaliser une analyse. Aujourd'hui, on est sur du temps réel, mais avant, c'était du scan manuel ou planifié, par exemple. La réponse est binaire, c'est-à-dire que soit le fichier est malveillant, soit il ne l'est pas. On va détecter un trojan, on va détecter un ransomware, on va détecter tout ce genre de keylogger, tout ce genre d'applications malveillantes, et suite à cela, il va être mis en quarantaine, il va être nettoyé ou autre. Un EDR, pour bien comprendre la nécessité d'avoir un EDR, lui va réaliser une imbrication de plusieurs événements pour en extraire un comportement suspect. Quelqu'un qui va faire une élévation de privilèges, qui va pouvoir prendre la main sur un autre serveur, qui va faire de l'exfiltration de données, qui va lancer un fichier, qui va lancer un PowerShell, qui va modifier une base de registre, par exemple. Toutes ces informations-là, ces événements-là ne sont pas détectés comme étant un virus. Donc, l'antivirus, il ne va pas stopper ce genre d'attaque. Par contre, l'EDR, lui, il va vous alerter. Il va dire, attention, compte tenu de votre contexte, vous avez une alerte et à travers un niveau de criticité et un indice de confiance, vous allez pouvoir visualiser si cet événement est suspect ou pas.
Voilà, donc ça, c'est un petit peu l'évolution aussi du endpoint protection. L'EDR, comment ça fonctionne? Donc, c'est des sondes, des capteurs qui sont au niveau des endpoints, au niveau des points de terminaison, serveur, PC, qui vont remonter des événements. Ces événements vont être analysés via différents moteurs, moteur d'analyse comportementale, moteur de contextualisation. Tous ces événements-là, c'est des millions d'événements qui remontent, c'est uniquement des informations techniques du texte, donc ça ne prend pas beaucoup de bande passante, mais par contre, c'est impossible à un humain de pouvoir traiter ce genre d'événements, parce qu'on est sur des millions d'événements, voire des milliards, suivant le contexte et le système d'information. Donc, le but, c'est d'avoir des moteurs qui nous permettent aujourd'hui de mettre le doigt sur les bons événements à surveiller. Et c'est ce que fait un EDR aujourd'hui, et il permet, que ce soit à l'utilisateur final, enfin à l'administrateur final, au client final, de pouvoir administrer cette solution, mais également à travers nos partenaires, de pouvoir le superviser et avoir des alertes si jamais, ou des actions automatisées qui peuvent être définies aussi si jamais il y a une compromission du système. Donc ça, c'est pour détecter justement quand le système est compromis. Donc la contextualisation, j'en ai parlé. Au titre d'exemple, ici par exemple sur la broad context détection, sur 325 sondes déployées sur une organisation, c'est 500 millions d'événements par mois. Suite à l'analyse comportementale, on tombe à 225 000 événements suspects. Et ensuite, suite à la contextualisation, on va passer sur 24 détections. Donc, ce qui est important à ce niveau-là, c'est qu'il y a un vrai apprentissage du système d'information, de savoir est-ce que votre système je crois que j'ai perdu l'écran, est-ce que votre système agit de manière normale ou pas? Par exemple, un poste qui échange des données vers la Chine, ça peut être normal parce que vous avez un sous-traitant en Chine, mais ça peut être anormal parce que vous êtes un centre d'études atomiques. Donc, l'EDR va aussi apprendre de votre système d'information. Ça, c'est important. Enfin, et il nous reste deux, trois slides. Aujourd'hui, la sécurité traditionnelle, tout le monde la connaît, tout le monde en est équipé, mais ce n'est pas ce qui permet de pouvoir augmenter son niveau de sécurité. Puisque dans la sécurité traditionnelle qu'on connaît depuis 30 ans, on est sur des briques de prévention, l'antivirus, le firewall, l'anti-spam, etc. Nous, F-Secure, donc on va évidemment poser sur cette partie de prévention la protection des machines et des services, des endpoints, Mac, Windows, Linux, serveurs, et également aussi la protection des environnements cloud avec Office 365 et les environnements Salesforce, la protection des mobiles également, qui est très importante à couvrir. Donc là, on est sur la partie prévention. Sur la partie détection, donc post-compromission, vous avez pu le voir dans les différentes étapes d'une attaque ciblée. Il y a une frontière à partir de laquelle le système est compromis et les outils de prévention sont bypassés. La seule façon de détecter une intrusion, c'est les sondes de détection et réponse, l'EDR. Chez nous, l'EDR, il peut être inclus dans notre endpoint. En fait, c'est le même agent qui va permettre de pouvoir activer des sondes de détection. Donc, il n'y a pas de redéploiement à faire. Je dis ça pour les clients qui sont déjà équipés du endpoint et qui seraient intéressés par l'EDR. Également, ces sondes de détection, elles peuvent être managées via un service. Donc là, on va parler d'un service de threat hunting. On est les seuls à fournir en Europe un service de ce niveau-là où on va avoir des personnes qui vont superviser H24 vos systèmes avec un SLA de 15 minutes. On va vous prévenir d'une intrusion et on va pouvoir prendre, avec l'aide de nos partenaires, les mesures de remédiation nécessaires pour vous protéger, isoler l'attaque et aussi faire de la contre-offensive. Il y a également tout un tas de profils qui sont disponibles dans ce service permettant de faire de la simulation d'attaque ciblée et autres. Donc, on est sur une vraie équipe sécurité qui vous est dédiée. Donc là, on est sur un service de détection et réponse et d'investigation qui va très, très loin. Et en amont de tout ça, le but, c'est de connaître sa surface d'attaque, de connaître ses points faibles et surtout de manager les vulnérabilités dans le temps et de patcher ses systèmes. Donc, l'ensemble de
la sécurité doit être aujourd'hui abordée pas uniquement sur ce qu'on appelle machine, c'est-à-dire du matériel ou du logiciel, qui peut être de toute façon bypassé quand on a une attaque ciblée, mais également avoir une intervention humaine, c'est absolument indispensable aujourd'hui. C'est impossible de se protéger sans avoir d'intervention humaine. Le défi de la transformation du RSSI, au-delà d'avoir des briques de prévention qui soient adaptées à son système d'information et qui dépendent en grande partie de la capacité d'innovation des différents éditeurs et constructeurs auxquels on fait confiance, c'est d'avoir des outils qui permettent de remonter des informations. Alors, à l'époque, on parlait de SOC et de SIEM. Aujourd'hui, c'est un petit peu obsolète, hein, ce genre d'acronyme. On parle aussi de SOAR. C'est SOAR, ça permet d'automatiser en fait les événements de sécurité et également de threat hunting. Là, on est quand même à un niveau un petit peu plus important. Également tout ce qui est briques EDR, IDS, etc. La threat intelligence qui va permettre d'enrichir en fait tous ces systèmes de prévention et de détection par rapport au contexte actuel des menaces. Hein. Quand on met en place un système, le but aussi, c'est pas qu'il soit statique, mais qu'il puisse évoluer en fonction des nouvelles attaques. Et également, en amont de tout ça, la phase de prédiction. Et là, on est vraiment pour schématiser un petit peu comment augmenter son niveau de sécurité et quelle est l'approche de F-Secure aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au-delà d'avoir l'ensemble de ces briques-là qui peuvent prendre 3 à 5 ans si vous choisissez des éditeurs divers et variés, F-Secure, en quelques jours, quelques semaines maximum, vous allez pouvoir avoir l'ensemble de ces briques-là et à travers l'ensemble de l'offre F-Secure, pouvoir augmenter votre niveau de sécurité. Et ce sera ma dernière slide, c'est l'offre F-Secure. Donc, on a la partie endpoint protection avec la protection des PC, serveurs, mobiles, en mode cloud ou en mode on-premise. Les deux existent. La protection des environnements cloud. Donc là, on est sur la phase de prévention. La partie sonde de détection et réponse ou service de détection et réponse, donc F-Secure Countercept ou rapide détection-réponse pour le DR chez nous. Le service de campagne de phishing qui s'appelle PhishD qui va permettre justement de un petit peu sensibiliser par rapport au vecteur d'infection mail les utilisateurs. C'est pas uniquement un outil de campagne de phishing, c'est-à-dire qu'on va construire avec vous les différentes briques, les différentes campagnes d'attaque plus ou moins agressives et on va pouvoir surtout avoir le rapport et sensibiliser les utilisateurs à travers de l'éducation derrière. Et en amont de tout ça, il y a la partie F-Secure Radar qui est un scanner de vulnérabilité qui permet donc d'auditer son système d'information, de trouver quelle est sa surface d'attaque, quels sont ses points faibles et de pouvoir les corriger de manière prédictive et de les manager à travers des systèmes de ticketing qui sont inclus notamment dans Radar. Voilà. J'ai terminé ma présentation. Le webinaire, on est à peu près dans les temps. Il nous reste 2-3 minutes pour pouvoir répondre à des questions, s'il y a des questions. J'espère que ça a été clair. J'espère que vous avez pu en apprendre davantage sur les différentes évolutions des menaces et comment s'en prémunir. Si vous souhaitez tester les solutions, c'est tout à fait possible. Vous pouvez vous adresser à notre partenaire Platinium, Monaco Digital évidemment, à vos interlocuteurs, mais nous sommes également là pour répondre à toutes vos questions si besoin. Je vois pas de questions dans le chat. A priori, pas de questions. Écoutez, si par la suite vous avez des interrogations, n'hésitez pas. Nous sommes là à votre disposition. La présentation sera également envoyée, je pense, et le webinaire pourra être revu. On vous enverra les liens, je pense, par la suite. Merci à tous d'avoir suivi cette présentation et à bientôt. Merci à tous. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée.